Si on analyse ensemble la carrière de The Weeknd, on peut y voir une machine à faire des tubes, plus communément appelée un hitmaker. Des milliards de streams, une image ultra travaillée, qu'on soit fan de sa musique ou non, on connaît tous une partie de sa discographie. Mais pour bien comprendre d'où vient cet univers si sombre d'Abel Tesfaye de son vrai nom, il faut remonter bien avant les paillettes de Hollywood, à Scarborough, une banlieue de Toronto. Abel est né le 16 février 1990. Il a grandi dans un climat familial assez particulier. Son père, Makonnen Tesfaye, a abandonné le foyer alors qu'Abel n'avait que 2 ans. Il a donc uniquement été élevé par sa mère et sa grand-mère. Et cette absence, qu'on le veuille ou non, elle a bel et bien marqué son enfance. Quand on écoute sa musique aujourd'hui, on peut se poser la question, et si l'abandon de son père aurait joué un rôle indirect, presque inconscient, dans la mélancolie viscérale qui traverse tous ses morceaux? Aujourd'hui, nous allons analyser les coulisses de sa musique à travers 5 histoires assez méconnues du grand public. Installez-vous confortablement sur votre canapé, popcorn en main, Ciao Kombucha dans l'autre. Et oui, vous l'aurez compris, Ciao Kombucha est le partenaire de cette vidéo. Ouais, Squeezie avait besoin de ma pub en ce moment, tu connais, je peux pas lui refuser. On commence donc par ce qui fait sa force, la raison pour laquelle tout le monde le connaît, sa voix unique, ultra haute, presque cristalline. On peut logiquement penser à des cours de chant, mais sa formation officielle, elle est culturelle. Abel a été élevé par une famille émigrée d'Éthiopie. Sa toute première langue parlée à la maison, c'est l'amharique. Il a d'ailleurs confié à Interview Magazine en 2020 « L'amharique était ma première langue, la façon dont je chante est très peu conventionnelle, et ça vient de là. Le style, le vibrato, c'est dans mon ADN. » Il a grandi en écoutant des chanteuses traditionnelles éthiopiennes comme Aster Aweke pour ne citer qu'elle, connues pour leur voix très aiguë et leur vibrato chargé d'émotions. Et pour le côté pop, le déclic est venu d'un morceau très précis sorti en 1979, Don't Stop Till You Get Enough de Michael Jackson. Abel a d'ailleurs confié en interview que c'est ce morceau précis qui l'a aidé à débloquer ses aigus et à trouver sa propre voix de tête. Mais d'un point de vue purement psychologique, et là on rentre dans les théories, on peut se poser la question, et si cette voix si vulnérable, presque fragile, était devenue pour lui une manière d'exprimer cette solitude d'enfant, qui a finalement grandi dans une maison souvent vide pendant que sa mère cumulait plusieurs boulots. Et c'est peut-être là finalement le secret de son interprétation, de son succès mondial, une sorte de mélange parfait entre des techniques vocales éthiopiennes et un besoin viscéral de combler un mal-être profond. En 2015, pour son deuxième album studio Beauty Behind the Madness, Abel s'installe dans un studio très particulier de Los Angeles. Je disais donc les amis en 2015... Je deviens fou, je crois. Veuillez m'excuser. Je me devais d'utiliser ma voix de reportage, au moins une fois courant la vidéo. Allez, c'est reparti. Je disais donc les amis en 2015 pour son deuxième album studio Beauty Behind the Madness, Abel va s'installer dans un studio très particulier de Los Angeles, les MXM Studios, du légendaire producteur Max Martin. Bon, jusque-là rien d'anormal, vous me direz, il est allé voir un producteur de renommée mondiale pour produire son album. Mais ce que le grand public ignore, c'est que ces studios, c'est tout simplement l'ancienne maison de Marilyn Monroe dans les années 1930. Et c'est justement en s'imprégnant de l'ambiance du lieu qu'Abel compose le tube In the Night, sorti en single en novembre 2015. Le morceau a un rythme super joyeux, presque club mais avec des inspirations de Michael Jackson, mais si on se penche quelques secondes sur les paroles, le contraste est glaçant. La chanson parle en effet d'une femme victime d'abus sexuels durant sa jeunesse, qui utilise la danse pour s'anesthésier. Alors je vous avoue qu'à titre personnel, je trouve la théorie artistique derrière cette histoire ultra fascinante. Et si Abel avait finalement capté l'énergie mélancolique de ce lieu pour en faire un parallèle avec sa propre vision des destins brisés. Il n'a jamais dit officiellement que c'était une analogie à sa propre enfance, encore moins à celle de Marilyn Monroe, mais on sent quand même cette petite fascination pour les personnes qui souffrent justement derrière les projecteurs, comme c'était malheureusement le cas de Marilyn Monroe à l'époque d'Hollywood. Alors
Alors je l'ai remarqué, tu l'as remarqué, on l'a tous remarqué, pourquoi est-ce qu'il manque ce fameux E dans son nom de scène? Tout commence en 2007, alors qu'Abel n'avait que 17 ans. Il était officiellement en train de saturer de son ambiance familiale, du coup, un week-end, lui et son pote Lamar Taylor décident de tout plaquer. Ils jettent leur matelas dans un van, abandonnent le lycée et ne sont jamais revenus. Ce sont d'ailleurs ses mots exacts lorsqu'on lui a posé la question en interview. À ce moment-là, pour la force de cette anecdote, Abel Tesfaye veut appeler son projet musical The Weeknd, le week-end en anglais. Sauf qu'au moment de déposer le nom, ses avocats découvrent qu'un groupe de rock canadien indépendant, originaire d'Ontario, et actif au début des années 2000 justement, utilise déjà exactement ce nom-là. Pour éviter donc un procès, il prend en 2010 une décision purement logistique, il retire le E. Tout simplement. Alors c'est une décision business et juridique, oui, mais symboliquement, je vais quand même me permettre d'émettre une petite théorie. Et si ce mot, tronqué, graphiquement mutilé même, représentait finalement une rupture totale avec son passé? Qui sait, peut-être pour sortir de cette honte qui le rongeait justement d'avoir abandonné sa mère à 17 ans, finalement, en enlevant une lettre, il a transformé ce mot en une marque unique, représentant le début de sa nouvelle vie. En 2011, Abel, donc à ce moment-là The Weeknd, sort sa première mixtape mythique, House of Balloons. À ce moment-là, Drake le repère instantanément et l'invite sur son album classique Take Care, qui sort en novembre 2011. Abel va donc participer activement à ce projet. Il est d'ailleurs crédité sur plusieurs titres majeurs de cet album. Mais en 2013, The Weeknd va avouer en interview qu'il avait quasiment donné la moitié de son album à Drake. Alors on parle là de ses maquettes qu'il avait prévues pour son propre projet indépendant, mais qu'il a donc cédé à Drake, plus connu à ce moment-là, pour gagner en visibilité. Impressionné par le talent brut du jeune homme, Drake lui propose de signer sur son label, Ovo Sound, en 2012. Alors à ce moment-là, faut quand même essayer de se mettre à la place de The Weeknd. En 2012, voilà, c'est pas encore la star qu'il est aujourd'hui. Pour un gamin qui a envie de faire de la musique et qui a pas forcément beaucoup de sous, c'est juste l'offre d'une vie quoi, Drake qui lui propose de signer dans son label. Perso, je sais pas comment j'aurais dit non. Et pourtant, The Weeknd, lui, il arrive à refuser. Il va déclarer ne pas vouloir être signé sous un autre artiste. Il préfère garder son indépendance totale et va donc s'associer avec Republic Records en septembre 2012 et créer sa propre structure, le label EXO. Et ce refus, justement, ce souhait de vouloir vraiment créer sa propre structure, ça a mis un froid quand même entre Drake et The Weeknd pendant plusieurs années. Mais en choisissant l'indépendance, finalement, il a pris un pari immense qui lui permet aujourd'hui de posséder 100% de sa musique. Et ça, c'est pas donné à tous les artistes. Allez, je vous ai laissé le meilleur pour la fin, les amis. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à lâcher votre meilleur pouce bleu. Pas un pouce bleu moche, genre, un vrai pouce bleu. Allez, on termine comme promis sur le choc des titans, sa collaboration légendaire avec Daft Punk sur son album Starboy en 2016. Abel a raconté qu'ils ont passé 4 jours complets enfermés dans le studio des Daft Punk à Paris pour composer les 2 morceaux légendaires. Et la création de Starboy, justement, s'est faite de manière assez inattendue. Il a entendu, à travers les cloisons, un beat de batterie hyper lourd et texturé qui filtrait justement depuis la régie d'à côté. Cette ligne de batterie, c'était tout simplement une rythmique laissée de côté par les Daft Punk lors de leur précédente session studio, alors qu'ils étaient en train d'enregistrer le mythique, le fameux, le légendaire Random Access Memories, RAM pour les intimes. Cet album, les amis, tout simplement. Du coup, comment vous dire que The Weeknd, il est un peu comme nous, quoi. Il a kiffé l'album. Et plus particulièrement, cette fameuse rythmique qu'il a entendue à travers les cloisons. Il a eu le coup de foudre instant. Du coup, ils ont immédiatement arrêté ce qu'ils étaient en train de faire pour bosser sur ce qu'ils venaient d'entendre. Du coup, c'est fou parce que vraiment, d'un point de vue technique, la magie de ce morceau, elle vient juste d'un incident acoustique, quoi. Ce contraste parfait entre une batterie organique filtrée à travers des murs et des synthétiseurs futuristes. Bref, un coup de génie né d'une oreille ultra attentive. Des influences de la culture éthiopienne jusqu'au business de l'indépendance, on voit que l'univers de The Weeknd est un casse-tête fascinant où la réalité de l'industrie et les blessures du passé se mélangent constamment pour créer de l'art. N'hésitez pas à me dire en commentaire les amis si vous avez d'autres théories justement sur la vie d'Abel Tesfaye, quel est votre morceau préféré, si vous avez des artistes que vous aimeriez que j'aborde justement dans les prochaines vidéos. Et encore une fois, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu et bien sûr à vous abonner pour ne rien rater. À la prochaine.